members of the Hells Angels motorcycle gang accused of running a racketeering ring which included robbery, extortion, and murder. De simple homme à monstre, voici les 10 Hells Angels les plus redoutés dans les prisons américaines. Numéro 10, Paul Eichscheid. Paul Eichscheid avait l'air d'un gars ordinaire. Il portait des costumes, vivait dans une belle maison, travaillait comme courtier en bourse. Mais quand la nuit tombait, il devenait quelqu'un d'autre. Un Hells Angel à part entière du chapitre de Mesa, en Arizona. Il avait 2 vies, l'une faite de réunions d'affaires et de crédits impeccables, l'autre de poings, de sang et de silence. Le 27 octobre 2001, une femme nommée Cynthia Garcia entra dans le clubhouse des Hells Angels à Mesa. Elle était mère de 6 enfants. Elle avait trop bu et dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû dire. Elle n'en est jamais ressortie. Des témoins affirment qu'elle a été traînée à l'intérieur, battue et poignardée. Son corps a été retrouvé 6 jours plus tard, abandonné au fond du désert. Le gouvernement accusa Paul Eichscheid de meurtre lié à une activité de gang, un crime passible de la peine de mort. Les procureurs le qualifièrent de dangereux. Ils dirent qu'il ne devrait jamais être libre. Mais Paul ne correspondait pas au profil. Il n'avait aucun antécédent judiciaire. Il avait une maison, un emploi, pas de drogue, pas d'alcool, aucune arrestation. En 2003, le tribunal le libéra en attendant son procès. Il portait un bracelet électronique. On lui ordonna de rester éloigné du club. Mais ce n'était pas suffisant. En 2004, il coupa le bracelet, dit adieu à sa petite amie et disparut. Il reçut l'aide d'un autre membre et utilisa un faux passeport pour fuir le pays. Pendant 7 ans, personne ne put le retrouver. Puis, en 2011, la police le rattrapa à Buenos Aires, en Argentine. En 2018, il fut enfin renvoyé en Arizona. Le courtier en bourse était devenu l'un des hommes les plus recherchés d'Amérique. Et lorsque la loi l'a finalement rattrapé, il n'y eut plus de fuite possible. Eichscheid a fui la justice pendant des années, se cachant dans le silence. Mais le prochain nom sur cette liste n'a pas fui. Il a affronté ses ennemis de face et s'est assuré qu'il ne parle plus jamais. Numéro 9. Christopher Ranieri. Parfois, il suffit d'une seule insulte, un seul moment d'irrespect, et Christopher rayerait. Ranieri s'assurait que cela se termine dans le sang. Ranieri était le président du chapitre des Hells Angels de Salem, dans le Massachusetts. Ce n'était pas l'homme le plus bruyant de la pièce. Il n'en avait pas besoin. Son pouvoir venait du silence, de ce regard froid qui disait qu'il ferait tout ce qu'il faut pour protéger son rang. En juillet 2014, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Joel Dugboy, Silva, membre du chapitre des Hells Angels de Sonoma, en Californie, s'est disputé publiquement avec quelqu'un du chapitre de Salem. C'était lors d'un événement de motard. D'autres bikers regardaient. Les voix se sont élevées. Les tensions ont explosé. Dans n'importe quel autre monde, cela aurait pu n'être qu'une altercation verbale. Mais pas ici. Chez les Hells Angels, le respect est tout. Et Silva avait franchi une limite, en public, devant des témoins. Peu de temps après, il fut invité au clubhouse de Fresno. L'invitation était censée servir à régler les choses. Une réunion entre frères. Mais dès que Silva franchit la porte, il reçut une balle dans la tête. Aucun avertissement. Aucune seconde chance. Son corps fut emmené dans un crématorium utilisé par les membres. Un endroit qu'ils appelaient le four à pizza. C'est là qu'il fut brûlé. Son camion? Incendié aussi. Tout fut nettoyé rapidement, presque comme si rien ne s'était passé. Ranieri s'envola du Massachusetts pour célébrer. Mais pendant que le club tentait d'effacer les preuves, le FBI montait un dossier. Il fallut des années, des écoutes téléphoniques, de la surveillance, des témoignages. Mais l'affaire finit par éclater. En 2022, le premier procès commença. Puis, en 2023, un jury déclara Christopher Ranieri coupable.
Ces accusations ne concernaient pas seulement le meurtre de Silva. Il fut pris dans un réseau beaucoup plus vaste, une affaire fédérale de racket qui révéla une profonde violence, des dissimulations et le silence imposé par le club. Il fut reconnu coupable d'agression avec une arme à feu, d'intimidation de témoins, et même lié au passage à tabac d'un ancien membre pendant des heures, ainsi qu'à l'agression sexuelle de la femme de cet homme. Aujourd'hui, Christopher Ranieri est derrière les barreaux, purgeant une peine à vie dans une cellule froide et verrouillée. Ranieri a réduit un frère au silence, mais le suivant a fait taire quiconque se mettait sur son chemin. Numéro 8. Adam Lee Hall. Adam Lee Hall n'était pas juste un autre motard en quête de statut. Il l'avait déjà gagné. En tant que membre haut placé des Hells Angels du Massachusetts, Hall avait du pouvoir, de l'influence et une réputation qui faisait réfléchir à 2 fois avant de le défier. Mais en 2011, il franchit une ligne dont même les bikers hors la loi parlent rarement à la légère. Ce n'était pas une question de territoire, ce n'était pas une question de loyauté envers le club. David Glasser était un témoin clé appelé à témoigner contre Hall dans une affaire d'agression. À ses côtés se trouvaient 2 amis, Edward Frampton, un conseiller local en toxicomanie, et Robert Chadwell, un homme souffrant de déficiences intellectuelles et athlète des Jeux olympiques spéciaux. Ce n'étaient pas des criminels. Ils ne faisaient même pas partie du monde des bikers. Leur seule erreur fut d'avoir eu le courage de parler. Hall décida qu'il n'en aurait pas l'occasion. Le 27 août 2011, les 3 hommes se trouvaient chez Glasser à Pittsfield, dans le Massachusetts. C'est là que Hall passa à l'action. Lui et ses complices abattirent bidin les 3 hommes. Mais ce n'était pas la fin. Ce qui suivit fut brutal. Les corps furent démembrés, placés dans des sacs poubelles, puis entassés dans le coffre de la Buick de Hall. Ensuite, ils furent conduits dans les bois, dans une zone isolée de Beckett, dans le Massachusetts. Là, dans une tombe peu profonde, les victimes furent enterrées et laissées à disparaître. Mais 13 jours plus tard, la tombe fut retrouvée. Et la vérité éclata au grand jour. Ce n'était pas simplement un meurtre, c'était un massacre calculé. Et il choqua toute la communauté. En 2014, Hall et ses 2 complices furent tous reconnus coupables de meurtre au 1er degré. Chacun d'eux reçut une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge ne mâcha pas ses mots. Il qualifia l'acte de sauvage, inhumain et dépourvu de toute trace de pitié. Alors que certains dangers viennent des poings et des armes, d'autres viennent d'un homme qui en sait trop et décide de parler. Numéro 7. George Wethern. Il a brisé le code et a survécu pour en parler. George Wethern était le vice-président du chapitre des Hells Angels d'Oakland, l'un des plus redoutés et puissants du pays. Juste à côté de Sonny Barger, Wethern faisait partie du cercle intérieur, digne de confiance, respecté, dangereux. Mais même dans ce monde, la loyauté a ses limites. Après avoir quitté l'armée de l'air, Wethern s'était totalement engagé. Il gérait les trafics de drogue, les armes, et faisait respecter la discipline brutale du club. Son ranch de 156 acres, dans le nord de la Californie, était devenu un centre d'activité, pas seulement de motos, mais aussi d'affaires. Puis ce même ranch devint une scène de crime lorsque 3 cadavres y furent découverts. L'un était une femme. Les 2 autres étaient des membres des Hells Angels, accusés d'avoir trahi le club. Wethern était dans une situation très grave. Mais il fit le geste que personne n'attendait. Il retourna sa veste. George Wethern devint le premier Hells Angel haut placé à devenir témoin de l'État. En échange de sa protection, il donna aux forces de l'ordre ce qu'elles n'avaient jamais eu auparavant. Un aperçu du club venant de quelqu'un qui en faisait partie au plus haut niveau. Il raconta tout aux autorités, y compris les meurtres et les routes de drogue, et comment le club fonctionnait. Plus tard, il écrivit un livre, A Wayward Angle. Il ne retint rien. Il confirma toutes les craintes que la police avait sur le club. Après son témoignage, Wethern disparut.
Le gouvernement lui donna un nouveau nom, une nouvelle vie. Protection des témoins. Il emmena sa femme et ses enfants et disparut. Plus personne n'a entendu parler de lui depuis. Alors que certains Hells Angels ont craqué sous la pression, d'autres ont aidé le club à devenir encore plus fort. Numéro 6. Robert Chico Mora. Avant que l'Arizona n'appartienne aux Hells Angels, il était dominé par le Dirty Dozen MC. Et Robert Chico Mora en était le chef, si imprévisible qu'il était craint autant par ses amis que par ses ennemis. Lorsque Mora fit passer le Dirty Dozen sous la bannière des Hells Angels en 1999, dans ce qu'on appelle un patch-over, ce fut bien plus qu'un simple changement de nom. L'Arizona devint rouge et blanc du jour au lendemain, et quiconque se mettait en travers de leur route fut écarté ou disparu. Mora ne s'arrêta pas à ce patch-over. Il réécrivit les règles. Il dirigeait les trafics de drogue, contrôlait les filières d'armes et maintenait la peur dans chaque recoin de l'État. Et lorsque l'ATF lança l'opération Black Biscuit, Mora devint la principale cible. Les agents fédéraux croyaient que Mora prévoyait d'assassiner des agents infiltrés qu'ils pensaient être des bikers rivaux. Ils montaient une équipe avec une seule mission, tuer quiconque se mettrait sur leur chemin. Mais avant qu'ils ne puissent frapper, le gouvernement frappa le premier. Le 8 juillet 2003, les fédéraux intervinrent. Des dizaines de personnes furent arrêtées. D'énormes stocks d'armes, d'explosifs et d'argent furent saisis. Mora figurait parmi les inculpés. Il faisait face à de graves accusations, notamment de complot fédéral, de trafic de drogue et de crimes violents. Mais ensuite, l'affaire commença à s'effondrer. Des preuves faibles et des failles juridiques jouèrent en sa faveur. Mora écopa d'une courte peine, 18 mois, pour possession illégale de gilets pare-balles. Il fut libéré l'année suivante, mais son nom garde encore du poids derrière les barreaux. Alors que la situation était mauvaise en Arizona, au Canada, elle devint encore pire. Numéro 5. Maurice Mom Boucher. Maurice Boucher n'était pas seulement un Hells Angel. Il était l'un des hommes les plus redoutés du monde criminel canadien. Ancien gardien de prison devenu chef de gang, Boucher prit le pouvoir dans les années 1990 et dirigea le chapitre de Montréal des Hells Angels pendant l'une des guerres de motards les plus meurtrières de l'histoire. Cette guerre s'appelait la guerre des motards du Québec, et c'était un véritable champ de bataille. De 1994 à 2002, les Hells Angels et un gang rival, appelé le Rock Machine, se sont affrontés pour le contrôle du trafic de drogue. Mais ce n'était pas seulement les motards qui souffraient. Plus de 160 personnes furent tuées pendant le conflit, y compris des civils innocents. Même un jeune garçon qui mourut dans une explosion de voiture piégée, destinée à quelqu'un d'autre. Boucher ne voulait pas seulement le contrôle, il voulait la domination. Il ordonna des assassinats de motards rivaux et prit pour cible des gardiens de prison et des représentants de la justice. Dans un cas choquant, 2 gardiens furent assassinés alors qu'ils se rendaient au travail, simplement parce que Boucher voulait faire passer un message. Ce message, personne n'était à l'abri des Hells Angels. Mais la loi finit par le rattraper. En 2002, après des années d'écoute téléphonique, d'opérations secrètes et de témoignages d'informateurs, Boucher fut reconnu coupable du meurtre de 2 agents correctionnels. Il fut condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Même derrière les barreaux, son nom imposait encore le respect. Il était un symbole de peur, de loyauté et de contrôle absolu. Mais le temps l'a rattrapé lui aussi. En 2022, Maurice Mom Boucher est mort d'un cancer dans une prison à sécurité maximale. Il laissa derrière lui un héritage trempé dans la violence et un avertissement sur jusqu'où peut aller le pouvoir quand personne n'ose dire non. Mais tandis que Boucher régnait sur les rues du Canada, quelqu'un d'autre bâtissait un empire à l'ouest. Un homme qui ne se contentait pas de porter l'écusson, il en fit une légende. Numéro 4. Sonny Barger. Sonny Barger n'a pas seulement dirigé les Hells Angels, il en est devenu le visage. À partir d'un seul chapitre à Oakland, en Californie,
il transforma un club de motards rebelles en un empire mondial. Et au passage, il devint le motard hors-la-loi le plus reconnaissable de l'histoire américaine. Né à Modesto en 1938, Barger quitta l'école et falsifia son acte de naissance pour s'engager dans l'armée américaine à seulement 16 ans. Il fut découvert et renvoyé, mais cette défiance ne le quitta jamais. En 1957, il fonda le chapitre d'Oakland des Hells Angels, qui devint le cœur battant de l'ascension du club vers le pouvoir. Sous sa direction, les Hells Angels se transformèrent d'un groupe local de motards en une force mondiale. Ils affrontèrent la police, se heurtèrent à des gangs rivaux et apparurent là où peu osaient aller. Lors du concert gratuit d'Altamont en 1969, alors que les Rolling Stones jouaient, Barger et ses Angels assuraient la sécurité. Le chaos éclata. Un spectateur fut poignardé à mort. L'événement devint un tournant dans la contre-culture américaine et la réputation violente des Hells Angels fut scellée. Le casier judiciaire de Barger grandissait en même temps que son influence. Trafic de drogue, possession d'armes, complot. En 1988, il fut reconnu coupable d'avoir planifié l'explosion d'un club rival des Outlaws et purgea 4 ans de prison fédérale. Mais lorsqu'il en sortit, ce fut avec la même assurance calme qu'avant, juste une autre étape dans un long parcours. Puis vint le cancer. Il perdit ses cordes vocales à cause d'un cancer de la gorge, mais refusa d'être réduit au silence. En apprenant à parler de nouveau grâce à ses muscles œsophagiens, Barger continua à rouler, à écrire et à s'exprimer. Il publia des livres à succès, apparut dans des documentaires et fit même une apparition dans Sons of Anarchy, brouillant la frontière entre le mythe et l'homme. Au moment de sa mort en 2022, Sonny Barger avait passé plus de 13 ans en prison et plus de 60 ans à la tête d'un empire hors la loi. Numéro 3. Thomas Heath. Thomas Heath n'était pas simplement un autre hors la loi. Il faisait partie de la vieille garde, le chapitre de Ventura, un nom synonyme de violence. Même selon les standards des Hells Angels, Heath se distinguait par sa brutalité. Son acte le plus tristement célèbre eut lieu en 1977. Lorsqu'une bombe explosa dans un atelier automobile à Los Angeles, on disait que le garage appartenait au club rival des Mongols. Cependant, l'explosion ne toucha pas des membres du gang. Elle tua un homme de 22 ans et un adolescent. 2 personnes qui n'avaient rien à voir avec le conflit. Des vies innocentes perdues en dommages collatéraux. Pendant des années, personne ne fut inculpé. Mais le souvenir resta. En 1994, près de 2 décennies plus tard, Heath fut finalement reconnu coupable de 2 meurtres au second degré et condamné à 7 ans de prison. Mais cette condamnation ne le changea pas. Au contraire, elle confirma ce que beaucoup savaient déjà. Heath ne fuyait pas la violence. Il la portait avec lui. Même avant la fin de ce procès, sa liste de crimes s'était déjà allongée. En 1992, il fut reconnu coupable d'avoir agressé sa femme avec une arme mortelle. Il menaça également les témoins. Encore 7 années derrière les barreaux. En 2010, Heath était de retour à Ventura. Cette fois, il vivait avec une femme qui finit par lui dire de partir. Il refusa. Alors, elle appela la police. Heath fut de nouveau arrêté. Mais cette fois, la justice ne broncha pas. Les procureurs l'accusèrent d'avoir dissuadé un témoin et de terrorisme de rue. Et avec 4 crimes graves déjà inscrits à son dossier, la sentence fut automatique. En 2011, Thomas Heath fut condamné à 35 ans de prison à vie. Son avocat tenta d'argumenter que l'affaire n'avait rien à voir avec les Hells Angels. Mais dans la salle d'audience, ils étaient partout. Sur son gilet, dans son passé, dans chacun de ses mots. Le jury ne vit pas seulement un homme, il vit l'emblème. Ainsi, le verdict rendit enfin justice. Numéro 2. Merle Heffernan. On ne l'appelait pas un combattant, on ne l'appelait pas un chef. On l'appelait le réparateur. Merle Heffernan n'était pas le genre de Hells Angel qu'on voyait au premier rang d'une bagarre. C'était celui qu'on appelait après, quand les dégâts étaient faits et qu'il fallait faire disparaître quelque chose.
Pendant des décennies, il fit partie du chapitre de Fresno, et lorsque les grandes affaires commencèrent, il était considéré comme l'un des hommes les plus fiables de la scène des Hells Angels de Californie. En juillet 2014, quelque chose tourna mal à l'intérieur du club. Joel Silva, un membre à part entière du chapitre de Sonoma, avait franchi la ligne. Il s'était disputé avec un autre membre haut placé, et dans un monde régi par le silence et la loyauté, cela ne voulait dire qu'une chose: un nettoyage allait avoir lieu. Silva fut invité au clubhouse de Fresno sous prétexte d'une réunion. À la place, il fut abattu d'une balle dans la tête par le président du chapitre, Brian Wayne Wend. Le meurtre n'était pas aléatoire. Il était organisé, silencieux, rapide. Et maintenant, ils avaient un corps. C'est là que Merle Hefferman entra en scène. Le lendemain, Hefferman appela Levi Phipps, le gérant d'un crématorium à Fresno. Il lui dit de laisser la porte arrière ouverte. 2 hommes arrivèrent avec le corps de Silva. Selon Phipps, l'un d'eux le tint en joue pendant qu'ils chargèrent le corps de Silva dans le four crématoire. Aucune trace, pas de funérailles, pas de tombe. Les relevés téléphoniques prouvèrent plus tard que l'appel avait bien eu lieu. La vidéosurveillance confirma la chronologie. Et les enquêteurs pensaient que ce n'était pas la première fois qu'Hefferman réalisait quelque chose comme ça, et que ce ne serait pas la dernière. Dans les années qui suivirent, 3 autres hommes liés aux Hells Angels disparurent. L'un était Robbie Huff, qui aurait aidé à tuer Silva. Un autre était Art Carassis, disparu en 2016. Et le troisième était Juan Guevara, un nom apparu au tribunal, venant de l'avocat d'Hefferman lui-même. Aucun d'entre eux ne fut jamais revu. Hefferman ne fut jamais inculpé pour leur disparition. Mais en octobre 2022, il fut condamné à 4 ans de prison fédérale pour obstruction à la justice dans l'affaire Silva. Pas pour meurtre, mais seulement pour avoir aidé à dissimuler le crime. Hefferman avait nettoyé le désordre. Mais l'homme dont vous allez entendre parler, c'était le désordre. Le genre de chef qui ne se contentait pas d'ordonner la violence. Il la livrait lui-même. Numéro 1. Raymond Fowlkes. Former president of the Hells Angels Sonoma chapter, Raymond Ray Fowlkes, is charged with conspiracy, assault, and witness intimidation. Raymond Rainman. Fowlkes dirigeait le chapitre des Hells Angels du comté de Sonoma. Un homme dont le nom seul évoquait le pouvoir et la vengeance. Si quelqu'un dépassait les limites, Fowlkes ne menaçait pas, il effaçait. En 2011, il plaida coupable dans une affaire de fraude hypothécaire et de blanchiment d'argent portant sur plusieurs millions de dollars. Les procureurs révélèrent qu'il avait falsifié des déclarations de revenus, soumis de faux relevés bancaires et obtenu des prêts frauduleux pour des maisons de luxe dans tout le nord de la Californie. L'une des propriétés fut transformée en culture secrète de marijuana, l'argent blanchi, par des achats ostentatoires et une fausse société, prétendant être le propriétaire d'une entreprise de béton gagnant 24 000 $ par mois. Rien que pour cela, Fowlkes fut condamné à près de 6 ans de prison fédérale. Il fut également contraint de rembourser plus d'1 million de dollars. Mais la prison ne le changea pas. Lorsqu'il sortit, il ne se fit pas discret. Il redoubla d'intensité. En 2014, la cible était quelqu'un de proche, un ancien membre, un homme qui avait franchi une ligne impardonnable en ayant une liaison avec la compagne de Fowlkes. Alors, ils tendirent un piège. L'homme fut invité dans un entrepôt. Lorsqu'il entra, les portes furent verrouillées derrière lui. Ce qui suivit n'était pas une bagarre. C'était des heures de torture, de coups, de souffrance, de vengeance. Et lorsque Fowlkes en eut fini avec lui, il s'en prit aussi à la femme. Les agents fédéraux en avaient assez vu. Ils inculpèrent Fowlkes dans une vaste affaire de racket qui le présentait comme un acteur clé d'une entreprise criminelle brutale. Son nom fut lié à l'intimidation de témoins, aux armes illégales et à la violence organisée. Ce n'était pas seulement de la vengeance, c'était du pouvoir exercé sans limite. Le jury rendit son verdict rapidement. Fowlkes fut reconnu coupable de complot risseau et d'agression avec une arme mortelle.
avec un passé violent remontant à des décennies. Le tribunal lui infligea la seule peine logique, la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle.